bonsoir à tous. Alors, on est ravis de vous retrouver pour la saison 5 que l'on lance aujourd'hui, la saison 5 des Flashs numériques EPS de l'Académie de Montpellier. L'objectif de ce rendez-vous, c'est de vous partager sur une heure des illustrations, des usages d'un numérique éducatif que l'on veut évidemment raisonner, donc réellement orienté pour une plus-value pour les apprentissages scolaires, les apprentissages en EPS et les enjeux de transformation motrice. Donc on est très content de vous retrouver, on est très content d'accueillir nos deux invités du soir que l'on va présenter juste après, donc Julien Tixier et Thomas Jaffry, qui ont accepté le challenge, et merci beaucoup à vous messieurs de présenter voilà, sur un quart d'heure, 20 minutes chacun, de présenter leurs travaux, leurs propositions en EPS qui n'ont qu'une intention, je crois, c'est de partager et de croiser des pratiques. Donc, je suis accompagné d'Émeric Soulier, qui est interlocuteur académico-numérique et qui va nous présenter nos deux invités. Et bonsoir à tous. Donc, je vous présente d'abord Julien Tixier, qui est donc enseignant formateur du second degré AEFE en Amérique du Nord, donc au Canada et aux États-Unis. Il est basé au Collège international Marie de France de Montréal depuis 2023. Sa fonction est partagée entre enseignement dans son établissement et formation et animation du sport scolaire au sein du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Par le passé, enseignant formateur au Liban, enseignant aux États-Unis après plusieurs années d'enseignement dans l'Académie de Créteil, notamment à l'EREA de Bonneuil-sur-Marne. Bonsoir Julien. Et ensuite, nous avons Thomas Jaffry, qui est spécialiste judo et plein air, formé à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Après 12 ans d'établissement en REP dans l'Essonne, à Évry, c'est là qu'il a découvert le numérique grâce à un collègue, Martial Pinkowski, j'espère que je ne l'ai pas mal dit, donc qui est à l'origine de pédagogie. Depuis 2015, il est TZR dans le Finistère et il a travaillé pendant 10 ans avec le JPUN de Rennes. Et il précise qu'il n'est pas informaticien, mais un simple utilisateur d'application. Bonsoir messieurs. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc bonsoir et merci à vous d'être là. Alors pour les collègues qui sont connectés, vous n'hésitez surtout pas, il y a le chat qui est à disposition, des réactions, des questions, des éléments à partager avec nous, n'hésitez pas, on peut même au besoin ensuite sur le temps d'échange vous donner la main et vous donner la parole si l'échange est même plus simple. Mais n'hésitez pas à utiliser le chat. Ce soir donc on va s'intéresser la thématique de la ludification, de la gamification, de la ludicisation, c'est parfois différents termes qui sont utilisés. Je ne vais pas rentrer dans le détail des définitions que l'on pourrait accoler derrière ces trois mots, mais c'est comprendre en gros que cette ludicisation, si je reprends les propos de Sanchez en 2023, consiste à changer le sens d'une situation d'apprentissage de manière à ce qu'elle soit perçue comme un jeu. Et puis si on s'appuie sur d'autres définitions, notamment celles d'Alvarez, Djaouti et Rampenou, on voit que cette gamification, donc, elle consiste à associer du jeu ou des mécanismes de jeu à des contextes ou des objets qui en seraient dépourvus à l'origine. Alors c'est un concept qui a pénétré le champ de l'éducation physique et sportive depuis au moins une dizaine d'années, et les deux collègues qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir en ont des usages qui sont évidemment très intéressants à partager et sur lesquels ils vont nous éclairer sur leurs illustrations. Mais souvent, c'est utilisé dans cette première idée d'augmenter l'engagement ou la motivation de l'élève. C'est parfois aussi utilisé dans cette idée d'habiller l'effort, et cet effort qu'on peut définir comme un désagrément passager pour un plaisir différé. Peut-être que cet habillage de nos situations d'apprentissage ou de notre démarche d'intervention pourrait parfois faciliter l'engagement de nos élèves. Et puis, ça peut être aussi une perspective, une opportunité de favoriser le plaisir. Alors, est-ce que c'est le plaisir de jouer pour apprendre ou d'apprendre pour jouer? Peut-être qu'on en aura aussi des questions qui émergeront de ça. Mais voilà, en gros, ce que l'on met derrière cette idée de gamification. Alors, forcément que ça pose des questions dans notre contexte scolaire et plus spécifiquement dans notre discipline, l'éducation physique et sportive. Alors Aristote nous disait déjà, il faut jouer pour devenir sérieux. François de Closet nous parle de cette bonne pédagogie qui ne commencerait par éveiller le désir d'apprendre. Et puis cette question-là, est-ce qu'il faut apprendre pour jouer
ou jouer pour apprendre. J'aime bien cette idée de Philippe Mérieux qui reprend le mythe de la cithare ici et qui nous dit comment peut-on apprendre à jouer de la cithare quand on ne sait pas jouer de la cithare, si ce n'est en jouant de la cithare. Mais si on joue de la cithare, c'est qu'on sait jouer de la cithare, donc on n'a peut-être pas besoin d'apprendre à jouer de la cithare. Alors voilà, est-ce que c'est la poule, est-ce que c'est l'œuf, est-ce qu'il faut d'abord jouer pour apprendre, est-ce que c'est en apprenant également qu'on joue? Voilà, on va avoir des illustrations très concrètes aujourd'hui dans une proposition scolaire et l'école qui se voudrait être une affaire sérieuse, il ne s'agirait pas pour nous d'évacuer, c'est des échanges que nous pourrons probablement avoir avec nos invités, d'évacuer cette notion d'effort qui est nécessaire aux acquisitions, notamment dans notre discipline aux transformations motrices. Est-ce que c'est asséché, puisqu'on entend parfois des débats évidemment et des controverses sur ce sujet? Est-ce que le fait de ludifier nos propositions, ça n'est pas assécher la situation d'apprentissage d'enjeux didactiques? Et puis d'autres nous parlent parfois après cette fameuse magie de la tâche, est-ce qu'on ne tomberait pas ou ne succomberait pas dans une forme de magie du jeu? Le regard, il est évidemment tout le temps critique dans ce qu'on partage ensemble et également avec nos invités, pour non pas avoir un numérique qui est magique, mais un numérique réellement au service des apprentissages. Donc l'EPS, plus spécifiquement, s'est emparé donc de cette thématique et on trouve tout un tas d'exemples. C'était l'occasion également de souligner le travail d'un grand nombre de collègues. Là, il n'y en a que quelques exemples ici, mais je pense à Lucidal ou à Christophe Fontas, qui proposent des cartes à jouer, des escape games, pas mal d'illustrations. Et puis Julien et Thomas également ont mené des travaux importants là-dessus ou des propositions qu'on est ravis en tout cas de partager. Voilà, je ne fais pas plus long parce que c'est vous qui avez la main ce soir. Et si Thomas, ça te va, je te bascule en présentateur et tu vas pouvoir partager ton écran et nous proposer donc une illustration pratique et concrète. Bien, donc du coup, avant de commencer, donc je voudrais donc vous présenter donc le défilé de ce qui m'a emmené à cette démarche-là. L'application Block Contest, c'est un travail collectif du JPUN de Rennes. Autant la forme de pratique, j'avais commencé à la mettre en œuvre, mais après, la réflexion, elle est vraiment collective et c'est vraiment le résultat du travail du groupe. Puisque je n'étais pas arrivé à un résultat aussi abouti seul. Alors moi, donc, je suis TZR EPS. Des fois, je suis appelé de façon, un peu au dernier moment, et du coup, je me retrouve un peu en crise temporelle. Donc, j'ai pas forcément des situations complètement abouties. Néanmoins, quand je suis intervenu dans l'activité escalade, je suis parti d'un constat, à savoir que la plupart du temps, là, c'est une pratique c'est une activité qui se pratique sous forme encordée. Et moi, je ne me retrouvais pas dans cette forme de pratique-là parce qu'il y avait quand même peu d'engagement moteur, avec souvent beaucoup de centration sur la sécurité. Tous les élèves n'adhéraient pas, ils faisaient 3-4 voix maximum par séance. Et il y avait un manque d'inclusivité de cette forme de pratique, avec des élèves qui pouvaient avoir des problèmes de vertige ou des problèmes en surpoids. Et puis en plus, avec les classes, les effectifs de classe augmentant, ça me paraissait compliqué en fait de pouvoir continuer à gérer cette forme de pratique-là. Donc, moi, je cherchais une forme de pratique qui était beaucoup plus inclusive, beaucoup plus centrée sur les apprentissages moteurs, avec un vrai temps moteur, un vrai engagement moteur, une activité qui permettait aux élèves de se challenger et de favoriser la communication au sein de la classe autour de problèmes communs. Donc, je suis parti sur une activité d'escalade de blocs. Donc, la pratique bloc de l'escalade, donc j'ai mis ma définition, donc c'est à réaliser sans corde un cheminement contraint d'une ou plusieurs prises de départ à une prise d'arrivée, donc à une hauteur ne mettant pas en jeu l'intégrité physique du grimpeur. Donc, on est sur des cheminements, on va dire, d'une dizaine de prises qui montent jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 à peu près. Donc, ma forme de pratique, en fait, c'était de regrouper les élèves par 3 à peu près,
moi, j'ouvrais des blocs en début de séquence. J'arrivais avant le début du cours et je faisais des blocs de différents niveaux. Et chaque bloc avait une famille de mouvements, que ce soit des transferts, des groupés, des enroulés. Enfin, je créais des blocs. Et ensuite, les élèves, par groupe, devaient réaliser ces blocs-là dans un temps contraint. Donc, je récupérais leur activité sur un tableur Excel. Et par contre, pendant l'activité, je projetais cette vidéo, par un vidéoprojecteur, je projetais le tableur sur un mur pour que les élèves puissent se rendre compte d'où ils se situaient donc, dans la compétition ou combien de points ils avaient marqué. Donc les points positifs de cette forme de pratique, c'est que bon, l'escalade de blocs, c'est assez innovant. Je vois sur la ville de Brest, on a maintenant 3 salles d'escalade qui ont ouvertes, enfin des salles privées. Mais c'est une activité qui commence à rentrer dans les mœurs. Les élèves sont assez... ils aiment cette activité-là. Donc j'avais quand même un engagement qui était bien plus net que sur l'activité avec de la corde. Donc toute la classe s'y met. J'ai plus de problème non plus dans la gestion de sécurité avec la corde, avec des élèves qui ont du mal des fois à avoir l'assurage en 5 temps, qui ont du mal à maîtriser les nœuds. Je vois que les élèves commencent à discuter sur tiens, comment tu as fait ce bloc-là. Donc on commence à s'échanger les méthodes, les façons de réaliser les choses. Donc je vois quand même des attitudes d'entraide. Mais le gros problème que j'ai rencontré, c'est qu'en fait j'avais un écart entre la difficulté des blocs que j'avais ouverts et que je pensais être, et la réalité objective des élèves. Donc, de par notre écart de niveau, que ce soit technique, mais aussi morphologique, et puis en puissance pure, il y a des choses que je pensais faciles, qui ne l'étaient pas pour les élèves, et inversement. Des choses que je pensais compliquées, qui, eux, de par leur taille ou leur souplesse, arrivaient à gérer. Et la deuxième limite, c'est que dans mon tableau que j'avais élaboré à la base, j'avais pas le rapport de la réussite essai des élèves. Donc je pouvais pas, j'avais pas un retour précis sur les indicateurs que je voulais utiliser. Donc du coup, j'ai décidé de passer à une confrontation sous forme open de bloc qui peut se dérouler dans les compétitions d'escalade. C'est-à-dire que plus un bloc est réussi, plus il perd de la valeur. Donc, et inversement, donc plus un bloc est peu réussi et plus il rapporte des points aux élèves qui l'ont fait. Donc, j'ai pris en compte cet élément-là dans mon tableau et j'ai aussi pris en compte le nombre d'essais pour avoir l'activité réelle des élèves. Donc, le tableau, il avait cette forme-là. Donc, c'était un tableau Excel de base où les élèves, vous voyez, je les ai nommés sur la gauche de l'écran. Donc, il coche les blocs qu'il réalise et il coche le nombre d'essais. Donc là, vous avez les points qui s'affichent et vous avez aussi la valeur du bloc en fait, qui évolue en fonction du nombre de réussites et d'échecs. Donc là, j'ai le classement des élèves et puis après, du coup, j'additionnais les positions de mes élèves au sein de l'équipe et du coup, j'arrivais à hiérarchiser mes équipes de la sorte, quoi. Donc, je passe à la diapo suivante. Donc là, en point positif, c'est vrai que mon recueil de données était beaucoup plus juste, même si je pouvais encore affiner l'engagement des élèves, le recueil de l'engagement, puisque vous voyez que sur mon tableau précédent, en fait, je mettais un nombre d'essais, donc c'était de 3 à 5, de 5 à 7, de 7 à 10, donc c'était un petit peu moins précis. Mais néanmoins, j'avais quand même l'activité qui était mieux prise en compte. Par contre, l'inconvénient, c'est que je n'avais qu'un seul point de rentrée pour récupérer les données de mes élèves. Donc ça posait des problèmes. Le tableau, lui, il était peu lisible pour les élèves. J'avais, moi, du mal à rendre compte aux élèves de leurs activités. Pourquoi toi, tu es meilleur que toi? Pourquoi tu es en difficulté? Ou pourquoi tes points sont à tel niveau? J'avais du mal à le rendre compte en direct, alors que normalement, le numérique sert à ça. Enfin, c'est un de ses points forts. Et surtout, je n'avais pas d'informations sur la qualité du travail moteur des élèves, parce qu'en fait, je ne pouvais pas associer une capacité motrice à la réalisation d'un bloc. Et ça me posait une difficulté. Donc, avec toutes ces limites-là, en fait, c'est là qu'on a commencé en fait, le tram avec le JPOUN dans l'Académie de Rennes, et qu'on a travaillé sur le bloc contest. Donc, je vous présente maintenant le cahier des charges de notre travail. En fait, il fallait pouvoir mesurer l'activité des élèves en qualité et en quantité,
fallait que ce soit utilisable par les élèves comme pour l'enseignant, avec un compte-rendu immédiat. Il fallait que ce soit aussi ergonomique et assez ludique, et qu'on puisse multiplier les points d'entrée pour éviter donc les bouchons et puis les conflits éventuels dans les séances. Donc voilà la présentation, donc le bloc contest. Donc en fait, on se connecte, on a la possibilité d'enregistrer ces identifiants, et on va pouvoir paramétrer complètement l'activité. Donc là, si je vais dans les paramètres, donc en fait, j'ai des habiletés ou des capacités motrices que je vais pouvoir glisser et introduire dans les blocs. Donc je peux nommer, enfin, on a appelé ça habileté, mais voilà, c'est ce qu'on veut y mettre dans les blocs. Donc c'est là que je vais pouvoir mettre mes groupés, dégroupés, mes transferts, mes enroulés, mes talons, mes croisés de mains, mes croisés de pieds. Donc je vais pouvoir venir nourrir en fait tous les différents blocs que je vais ouvrir dans un premier temps. Voilà. Donc, une fois que les blocs sont ouverts, en fait, on a un deuxième item qui nous permet, donc là, vous voyez, on peut glisser encore, comme je vous ai dit, les différents éléments. Je vais avancer un tout petit peu. Alors, je ne peux pas avancer pour l'instant, je n'ai pas ma souris qui est là. Hop, pardon. Donc après, on peut tout paramétrer. On peut paramétrer la valeur des blocs. On peut paramétrer le nombre de points gagnés ou perdus par réalisation d'élèves. Et en bas, on a un code couleur en fait qui va nous permettre de mieux lire l'activité des élèves. Donc en fonction du nombre de réussites, on va avoir une couleur qui va s'afficher. Et pareil, au milieu, là, on peut avoir deux coches. Soit on choisit de figer les points au moment où le bloc est fait. Donc ça, souvent, je l'utilise quand je demande aux élèves un temps de lecture et de s'engager sur un bloc. Donc, ils ne peuvent pas faire tous les blocs en même temps. Donc, ils doivent choisir le bloc qu'ils vont penser être le plus facile à réussir. Et la deuxième option, elle sert juste enfin, les blocs vont dépendre de l'activité globale de la classe. Donc après, pour faire les équipes, c'est là qu'on rentre un petit peu dans la ludification. Donc bon, là, je peux rentrer les noms de tous mes élèves. Donc, je vais vous passer l'entrée des noms. Et par contre, on peut changer les fanions déjà. Donc ça, les élèves, ça leur tient à cœur d'avoir le fanion de leur équipe. Donc la compétition se déroule donc, en cliquant sur le bloc contest. Donc j'ai toutes mes équipes qui apparaissent. Donc ça, il faut savoir que c'est projeté au mur. Hein. Donc donc en bas, vous avez les points et la valeur de chaque bloc. Je clique sur mon nom quand je suis élève, et si j'ai fait un échec, je mets l'échec sur le bloc 1, voilà, comme ça affiche ici. Par contre, quand j'ai une réussite, hop, je glisse mon nom et j'arrive sur la coche verte, et là, on voit tout de suite que le petit bonhomme commence à monter. Donc, je peux vous garantir que quand ça s'est projeté sur le mur d'un gymnase et que les élèves voient leur équipe évoluer au fur et à mesure, en termes d'engagement, il se passe forcément quelque chose dans la classe. Donc là, voilà, dans ma capture d'écran, là, j'ai fait un petit exemple où je glisse un petit peu. Donc c'est très très facile pour les élèves. Hein. Ils appuient sur leur nom, ils glissent, ils voient les différents bonhommes évoluer et grimper. Donc ça leur parle directement sur qui est en tête, combien de points à l'équipe, combien de blocs. Enfin, quelle est la valeur des blocs en direct, parce que vous pouvez voir en bas que les points des blocs évoluent en permanence en fonction du coup des essais-erreurs des différents élèves. Donc là, une fois que cette compétition est faite, je vais pouvoir suivre mes acquis. Et ça aussi, je peux le faire avec les élèves en live en projetant sur le mur. Donc si je clique sur les blocs, par exemple le bloc numéro 1, je sais exactement quel élève a fait les blocs, je vois le nombre d'essais. Donc, quand c'est 0, c'est que c'est un échec. Quand c'est 120, c'est que ça y est, il a réussi ce bloc-là à la valeur des points. On sait quelle capacité motrice correspond à quel bloc quand on a cliqué. Et donc, alors attendez, ça va un tout petit peu trop vite pour mon explication. Mais là, voilà, je peux voir tous les essais de chaque élève. Donc là, en glissant ici. Et donc, j'ai le bilan côté bloc, mais aussi le bilan côté capacité. Donc, là, c'est le suivi du groupe. Je peux aller sur le suivi des blocs. Donc, je peux savoir quel bloc a été le plus facilement réussi, mais du coup, à quel
capacité motrice, ça correspond. Donc, je peux voir dans ma classe l'acquisition. Donc, par exemple, dans la classe, sans rouler, c'est réussi à 33%. Donc, c'est une acquisition qui est en train de se développer. Alors, comme je l'ai fait de façon... je l'ai fait pour l'exemple dans cette classe, donc là, c'est vrai que ça ne parle pas trop. Ah, excusez-moi, il faut que je revienne en arrière. Non, donc pardon, le suivi des acquis. Donc après, ce suivi-là, je peux l'avoir en fichier, et c'est là que c'est très intéressant pour ma pratique. Pardon, je me trompe dans mon PowerPoint, je reviens. Hop. Voilà. Donc, le suivi d'acquisition, il est exportable sur un tableur. Donc là, on a toutes les réalisations du bloc par élève, le nombre de fois le nombre d'essais qu'il a eu à faire pour réaliser son bloc. Donc là, je vois le résultat du bloc, mais je vois surtout les habiletés. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que maintenant, je sais qui est à l'aise dans quelle habileté. Et en fait, à partir de là, pour ma séance 2, en fait, c'est plus moi qui vais construire les blocs. Je vais utiliser ce tableau-là pour constituer mes équipes. Donc, je vais avoir des élèves support dans mes équipes en fonction des résultats de cette séance-là. Et je peux très bien demander aux élèves, toi, tu as été à l'aise dans la capacité motrice groupée, dégroupée, par exemple. Construis-moi un bloc dans groupé, dégroupé. Ou alors, tu vas aller tutorer cet élève-là dans un bloc groupé, dégroupé. Donc, en cela, c'est vraiment intéressant parce que... Alors, donc, je viens ici. Alors oui, pardon. Sur les limites de cette activité, c'est vrai qu'il faut quand même une bonne motricité. Enfin, il faut bien maîtriser la motricité de l'escalade. Ça demande du matériel parce qu'il faut quand même plusieurs tablettes pour avoir plusieurs points d'entrée. Que l'élève, dès qu'il a fini son bloc, il puisse rapidement donner le résultat de son action. Donc ça, je pense qu'il faut bien 5 tablettes pour que ça fonctionne correctement. Donc bien sûr, il faut un réseau Wi-Fi. Et la petite limite, c'est que nous, on n'a pas de contrôle sur les données. Donc les élèves s'autocontrôlent puisqu'ils sont en compétition, les équipes les unes avec les autres. Donc en fait, quand un élève commence à rentrer n'importe quoi, c'est vrai que les autres élèves m'interpellent. Mais voilà, c'est quand même ça travaille sur la confiance en fait. Et par contre, les plus-values, c'est cette forme ludique-là avec les petits bonhommes qui montent, l'application qui est très visuelle pour eux, le fait de choisir son dossard, le fait de projeter ça au mur aussi, ça transforme énormément l'engagement des élèves. Les élèves, maintenant, ils consultent beaucoup leurs données, mais ils ne sont pas centrés uniquement sur la réussite des blocs, mais vraiment sur ce qu'ils maîtrisent dans la motricité. Ils essayent d'avoir le panel le plus large. Donc après, ils vont être capables de s'entraider, de se poser des questions. Comment tu as réussi? Comment tu fais ce mouvement-là? Donc ça, en termes de coopération, c'est très intéressant aussi. Les données sont très facilement exploitables donc par les élèves, mais aussi par l'enseignant. Donc moi, ça m'a beaucoup facilité mes préparations de séances et mes organisations d'équipe. Je suis capable de savoir sur quel élève m'appuyer pour quel mouvement. Et le truc le plus important, c'est le changement de statut de l'élève dans le processus d'apprentissage. Parce que là, on n'a plus un processus qui est descendant. Les élèves proposent, en fait, c'est eux qui vont ouvrir les blocs. Donc, pour les aider à ouvrir les blocs, j'utilise cet outil-là, qui est des fiches construites par un enseignant, un collègue Thomas Collignon, qui est enseignant au lycée de Corbeil-Essonnes, qui est grimpeur d'ailleurs à Fontainebleau. Et donc, j'utilise ces feuilles-là pour les élèves qui ont des difficultés d'ouverture, mais sinon, donc j'utilise mes élèves ressources et je leur dis, voilà, toi, tu es à l'aise dans le groupé dégroupé. Là, tu vas me faire de l'ouverture du groupé dégroupé. Et en général, avec mes différents élèves ressources, j'arrive à avoir une ouverture de bloc en début de séance et après à relancer à nouveau une compétition. De la même manière, des élèves qui sont en difficulté sur une gestuelle, je peux les mettre avec un élève ressource sur cette gestuelle-là pour justement qu'ils ouvrent le bloc à deux. J'ai des élèves qui, du coup, maintenant sont vraiment capables de lire la motricité d'escalade et quand je vais basculer sur un travail de corde, ils vont retrouver des problématiques en hauteur, mais en fait, ils auront les armes pour y répondre. Et du coup, ça va un petit peu limiter leur état de stress et je trouve, moi, que ça favorise leur engagement ensuite dans l'escalade sur corde. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas trop débordé le temps et que j'étais suffisamment clair. Incroyable.
20 minutes, je pense même pas. Merci beaucoup Thomas pour la qualité vraiment de la présentation et de la proposition surtout sur laquelle on aura l'occasion de revenir après. C'était voilà, c'était éloquent, c'était très proprement présenté. On a bien saisi l'ensemble de la démarche et sa genèse également, donc les tâtonnements qui ont été les tiens également pour arriver à l'exploitation de cet outil, et on pourra revenir sur notamment les conséquences peut-être que ça a eu sur ta place dans la leçon, sur l'engagement des élèves que tu as déjà évoqué. On pourra y revenir peut-être dans un second temps ensemble à la fin de la présentation de Julien, mais merci beaucoup pour cette présentation. Et les collègues en ligne également, n'hésitez pas à utiliser le chat pour vos réactions et vos questions. Merci Thomas, on va donner la parole à Julien et on va partager de notre côté ton diaporama. N'hésite pas à nous dire si nous avançons trop vite ou pas assez, à nous faire signe, puisqu'on le partage d'ici. Et puis le micro est bien activé de ton côté, donc écoute, c'est à toi quand tu veux. Impeccable. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je vais vous présenter un dispositif autour de la natation en classe de 5e. C'était un projet mené au lycée international de Los Angeles. Donc, on va voyager un petit peu. La natation est très présente dans la programmation. Hein. On profite d'une belle piscine extérieure de 50 mètres dans laquelle on travaille en largeur, et on a 6 ou 7 lignes d'eau pour 24 élèves. Donc, on a vraiment des conditions optimales de pratique et une répétition de la natation, donc de la 6e à la terminale, avec quelques particularités locales comme la fête d'Halloween qui est un élément de culture fort de l'établissement et qui correspond à la fin de notre première séquence. Alors, dans cette séquence, les élèves ont deux épreuves, hein, une de 6 minutes pour de la natation de durée et une natation de vitesse avec un 50 yards qui correspond à peu près à 46 mètres. Et les élèves sont répartis dans les lignes d'eau en fonction de leur niveau. Relativement autonome, les élèves disposent pour chaque leçon d'un plan de travail. C'est une fiche plastifiée qui est collée en fait avec l'eau sur le mur de la ligne d'eau. Et certains exercices proposent une différenciation en fonction du niveau d'habileté. On peut voir un exemple de fiche dans la diapo suivante. Et on voit qu'il y a déjà quelques petits éléments de personnalisation graphique au niveau de l'univers des zombies, parce que on est face à un défi. C'est la prochaine diapo. On est face à un défi, c'est d'essayer de construire un rapport positif à la natation, parce que c'est une absence qui va être récurrente, et on s'est rendu compte que l'engagement avait tendance à diminuer au fur et à mesure de leur parcours au collège. Alors ça revient un petit peu plus au lycée parce qu'il y a cette notion de choix à travers les ensembles certificatifs, mais on était confronté sur le collège à un petit désengagement. Alors l'idée pour transformer ça, c'est de permettre une ludicisation. Donc on va enrober un petit peu la séquence avec un univers avec pour objectif donc de favoriser l'engagement. Et cet univers, on l'a choisi en lien avec la période. Et on a donc essayé de transformer les élèves en zombies ou en sauveteurs. Donc on a deux équipes qui vont s'affronter au fur et à mesure de la séquence. On va avoir un fonctionnement un petit peu plus collectif pour cette activité individuelle. Et on va voir que ça correspond à un des usages du jeu. Parce que on l'a dit en préambule, hein, maintenant la notion de jeu est utilisée depuis de nombreuses années, et on a plusieurs manières, plusieurs usages. Le premier peut-être au sein des APSA, apprendre en observant les autres jouer, donc à travers par exemple nos observations critériées, ou bien apprendre en détournant un jeu. Je pense aux 7 zones en badminton. Le terrain est divisé en 7 zones, il faut les atteindre pour les remporter. Le premier joueur à le faire remporte le match. Donc là, on est sur un objectif de diversifier les trajectoires.
Et on peut également apprendre en concevant un jeu à travers différentes contraintes. Ça peut être le nombre de joueurs, ça peut être l'action motrice, ça peut être le type d'opposition, ou bien encore jouer pour acquérir des connaissances comme avec un quiz par exemple. Mais nous, on s'est focalisé sur la captation de l'attention et la favorisation de l'engagement. On en a parlé tout à l'heure avec le bel exemple en escalade. J'imagine que quand l'écran est projeté au mur et qu'on voit les petits grimpeurs monter, ça doit avoir son effet. On l'imagine facilement. Là, on a essayé d'utiliser un petit peu la même ficelle pour avec en fait les photos des élèves. On personnalise un petit peu les rôles parce que les élèves vont avoir envie, notamment en cinquième, de se découvrir zombie ou sauveteur et on va voir comment les équipes sont constituées. Mais c'est cet enrobage-là en fait qui va permettre d'atteindre cet engagement accru. Donc il y a plusieurs mécaniques qui entrent en jeu. Donc une dimension collective incertaine. On a une opposition de deux équipes qui est annoncée en début de séquence et qui va évoluer au fur et à mesure que les sauveteurs ou que les zombies se contaminent ou se sauvent. Donc l'idée est très simple, hein, c'est qu'on a une équipe de zombies et une équipe de sauveteurs en début de séquence. Et puis, on va leur donner des possibilités pour les zombies de contaminer les sauveteurs et pour les sauveteurs de sauver les zombies, ce qui fait qu'à chaque séance, on va avoir une modification de la composition des deux équipes. Donc ça, c'est notre but simple. L'idée, c'est qu'une des deux équipes gagne à la fin. Et puis enfin, cette ficelle de la personnalisation où l'idée de se découvrir en tant que zombie ou en tant que sauveteur va amener un regain donc d'engagement au fil de l'eau. Alors, quelle règle du jeu pour pour le dispositif? Il y a d'abord une évaluation initiale qui va nous permettre d'avoir plusieurs niveaux de pratique et de constituer des équipes homogènes entre elles, mais hétérogènes en leur sein. L'idée, c'est d'avoir une opposition qui soit à peu près égale en début de séquence. C'est aussi d'avoir des zombies et des sauveteurs dans les différents niveaux de pratique. Et puis, pour faire évoluer ces compositions d'équipes, eh bien, on va avoir quatre règles principales. Une première liée aux oublis de tenue. Ça, c'était un de nos indicateurs pour dire que l'engagement en natation était moindre. Donc, un oubli de tenue entraîne le tirage au sort d'un membre de son équipe qui passe donc à l'équipe adverse. Alors, pourquoi le tirage au sort? Eh bien, pour éviter que certains élèves oublient volontairement leur tenue pour changer d'équipe. Donc là, il y a cet aspect d'aléa, de hasard qui permet de ne pas rentrer dans des logiques de changement volontaire d'équipe. Deuxième règle, c'est le retard dans le travail demandé sur une ligne d'eau. Donc, en suivant un petit peu l'évolution du travail demandé, on met un carton jaune à une ligne d'eau pour dire attention, si vous continuez à être en dessous de ce qui est attendu, eh bien, vous allez pouvoir perdre dans votre équipe un membre de cette équipe, encore une fois tiré au sort pour éviter les ralentissements volontaires. Et puis en fin de leçon, des défis de type poursuite organisés, alors là en lien direct avec le thème, hein, puisque les sauveteurs partent avec un petit temps d'avance et les zombies doivent les rattraper. Évidemment, les oppositions qui sont proposées entre deux élèves de même niveau. Et puis à la fin, soit le sauveteur a été touché et donc est contaminé et devient zombie, soit le sauveteur a échappé aux zombies et c'est l'inverse, c'est le zombie qui devient sauveteur. Et puis un quatrième outil, alors pas utilisé trop fréquemment, mais des questionnaires en ligne proposés entre les leçons sur l'espace numérique de travail des élèves. Et là encore un aspect collectif puisque c'est l'équipe qui a le moins bien réussi qui va perdre un, deux ou trois membres de son équipe, en sachant que ça c'est ajusté pour qu'il n'y ait pas une victoire trop rapide d'une équipe par rapport à l'autre, pour que ça puisse durer tout au long de la séquence. On essaye avec cette proposition de travailler sur plusieurs composantes du jeu. Donc là, une petite référence à Roger Caillois dans la prochaine diapo, avec d'abord une composante autour de la compétition.
l'agonistique, qui va résider dans l'opposition finalement entre les deux équipes. Une notion d'aléa, de hasard, où là le tirage au sort à la fois en début de séquence dans la composition des équipes initiales et aussi dans le tirage au sort des élèves qui vont devoir changer d'équipe suite aux oublis d'affaires ou bien au ralentissement. Ça ajoute une autre composante. Et enfin, composante essentielle, le mimicry ou le simulacre, c'est-à-dire le déguisement et là l'utilisation des images personnelles des élèves pour les transformer, donc soit en sauveteur, soit en zombie. Donc là, on est vraiment sur un enrobage. On n'est pas sur une transformation de la séquence. On peut utiliser le même type de dispositif pour d'autres activités dans le champ d'apprentissage, voire dans d'autres champs d'apprentissage. On transforme pas l'activité, on garde le même travail didactique, mais simplement on vient à certains moments ajouter des petits détails, et c'est important que ces détails-là, ils traversent l'ensemble de la séquence. Dès le départ, on annonce la thématique et il faut l'entretenir leçon après leçon pour au final garder les élèves engagés dans la résolution un petit peu du conflit pour savoir quelle équipe au final aura gagné l'opposition. Alors d'un point de vue numérique, on a quatre outils qui sont mis en perspective. On a d'abord Zombify, l'outil pour transformer les photos. On a ensuite Kimke qui va nous permettre de gérer la notion de tirage au sort des équipes. Idoceo pour avoir la représentation graphique de notre espace de travail et le tirage au sort des élèves qui doivent changer d'équipe. Et puis enfin, Classroom qui était notre ENT pour travailler avec cette classe, en sachant que Idoceo n'est pas obligatoire. On peut utiliser n'importe quel autre outil de suivi, et Classroom également, n'importe quel ENT peut convenir. Alors, pour bien que vous compreniez comment fonctionne Zombify, je me suis permis un petit exemple. Merci pour l'autorisation d'avoir utilisé l'image. Donc, on part d'une image simple qu'on met simplement dans l'application et ça nous donne on a plusieurs options pour transformer les élèves. Donc, évidemment, ça, c'est un petit peu l'effet waouh. Ils vont avoir envie de se découvrir en tant que zombie. Il y a moins d'engouement pour les sauveteurs. Là, c'est juste un petit fond d'écran en lien avec le contexte local de Los Angeles. Mais globalement, on a ces deux images et les élèves vont alterner entre les deux équipes. Alors, une petite précision par rapport à cet usage-là, c'est aussi un moyen d'aborder la notion de données personnelles. C'est une des compétences du cadre numérique, la protection des données personnelles. Et là, c'est un moyen de leur expliquer que bien que leur photo est une donnée personnelle qui peut être sensible, qu'évidemment elles n'apparaissent que sur l'espace numérique de travail qui est protégé, que évidemment on n'a pas le droit de partager les photos en dehors de ce cours-là. Et également attention aux IA génératives. Actuellement, il est vraiment très très facile de demander à une IA de transformer une photo en un zombie, par exemple. Et en faisant ça, malheureusement, on va donner la photo au modèle, et en fonction des différentes règles d'utilisation, eh bien, on peut ne pas être dans le respect de la protection des données. Et en utilisant cette application-là, on sait qu'on est forcément dans le cadre du RGPD, puisque les conditions d'utilisation de Zombify nous garantissent que les données ne sont pas utilisées. Dans tous les cas, c'est un levier, c'est un appui pour évoquer cet aspect-là avec les élèves. Alors, autre outil, Kimke, qui est une application de constitution d'équipe, alors qui est très simple. C'est pas une application en soi, c'est un site web dans laquelle on va pouvoir sauvegarder nos listes d'élèves et à partir de là, créer des équipes. Alors, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 équipes au sein d'une classe. Et on va pouvoir les créer de manière complètement aléatoire, ou bien créer des équipes mixtes à partir d'un genre qu'on va spécifier pour chaque élève. Et nous, la dernière fonctionnalité qu'on a utilisée, c'est la répartition
en niveau. Donc, chaque élève va pouvoir être évalué sur un niveau de 1 à 5. Et la génération d'équipes va automatiquement calculer des équipes homogènes entre elles, mais évidemment hétérogènes en leur sein. Et ça peut être fait à la volée, même pendant une leçon. C'est très rapide et très efficace. Troisième outil utilisé ici, c'est IDOCO et notamment la vue plan pour pouvoir positionner les élèves dans les lignes d'eau et avoir une trace assez rapidement de où placer les élèves. Alors, ça implique là de changer évidemment les petits avatars des élèves pour qu'ils correspondent à l'évolution de l'équipe. Mais globalement, ça permet de se repérer assez rapidement en début de séance pour gagner du temps et mettre les élèves au travail le plus vite possible. Et quatrième outil, enfin, Classroom, mais on ne détaillera pas forcément ici trop. C'est utilisé comme un cahier de texte. Il y a l'évolution des compositions d'équipe entre zombies et sauveteurs, évidemment, mais aussi les plans de travail et le travail qui a été réalisé. Mais encore une fois, ça peut être fait avec n'importe quel ENT. Je suis certain qu'avec Pronote, on pourrait faire la même chose. Voilà pour la présentation de cette proposition. Alors en conclusion, c'est une forme d'utilisation du jeu qui n'est qu'un enrobage. Il n'y a pas de transformation des tâches proposées aux élèves. L'idée est donc de capter l'attention et de favoriser l'engagement. L'idée étant de permettre aux élèves de s'engager dans toutes les séquences de natation de la sixième à la terminale. C'est une proposition qu'on peut retrouver dans d'autres, enfin qu'on peut adapter à d'autres CA et d'autres APSA. Et vous en retrouverez un compte rendu en flashant le QR code dans la diapo suivante. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Super, merci beaucoup Julien également pour cette présentation très, très riche. Il y a une multitude également d'outils, mais on voit que l'enjeu, il est réellement d'en avoir un usage pédagogique sur lequel on va avoir l'occasion aussi un petit peu de revenir. Merci pour cette démarche riche. Merci pour les vigilances également concernant la réglementation de protection des données, parce que dès qu'on va manipuler de l'image, et je pensais qu'on se respectait, mais j'ai vu qu'au travers de la diapo que ce n'était plus le cas, mais c'est pas grave. Non, mais évidemment, voilà, typiquement, on va utiliser de l'image, ça nécessite cet accord qu'on a échangé évidemment en amont, et ça nécessite ces vigilances-là. Et merci d'avoir pris la peine également de le rapprocher à ce cadre réglementaire qui interroge souvent les collègues, et à juste titre, sur les précautions que nous devons prendre. Alors, les collègues qui sont en ligne, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Nous, on a également quelques réactions et à partager avec vous. Aymeric, je ne sais pas si tu veux. Alors, moi, j'ai deux petites questions concrètes qui sont pour Julien et pour Thomas, spécifiques. D'abord, Thomas, comment tu fonctionnes un petit peu dans ta leçon avec les tablettes? Donc, tu as dit que tu projetais une tablette. Après, est-ce que chaque groupe a une tablette? Est-ce que c'est des tablettes qui sont connectées en Wi-Fi? Et deuxième question, qui donc pour Julien cette fois, comment ça se passe au sein de ta leçon avec en natation? Est-ce qu'on est plus sur une notion, donc tu as parlé de sauveteur, est-ce qu'on est sur plutôt un champ 1 ou plutôt un champ 2? Et est-ce qu'au sein de la leçon, les ateliers sont différents selon les types de sauveteurs et les types de zombies? Voilà, donc si vous avez la possibilité de répondre, messieurs. Alors moi, j'organise, la pratique, la forme de pratique escalade de blocs, elle demande une vraie organisation de l'espace. C'est-à-dire que devant mes blocs, donc j'ai une porte d'entrée et de sortie pour aller à mes blocs. Donc on marche tout le temps perpendiculairement au mur. Donc, je veux pas d'élèves qui traversent sous les blocs. Donc j'ai des portes de sortie et j'organise mes espaces. Donc je mets des plots aussi entre les espaces de réception de chaque bloc pour éviter donc les accidents. Et en fait, j'essaye de placer le plus habilement possible à la rencontre du maximum de portes de sortie. En fait, je pose sur un tabouret simplement une tablette. Et avec 4 tablettes, je peux couvrir à peu près une douzaine de blocs.
plus après, et puis j'ai une de ces tablettes-là qui est reliée au vidéoprojecteur. Et à partir de là, vu que les tablettes sont connectées, la moindre entrée sur une tablette, les données sont basculées sur l'ensemble des autres tablettes et la projection se fait facilement, quoi. Merci beaucoup. Alors, pour ma part, en fait, le titre de sauveteur n'est que ne fait partie que de l'enrobage, hein. C'est bien la même activité en natation, en natation pure. C'est d'ailleurs exactement les mêmes séances, hein. On a 3 niveaux de pratique à la fois pour les sauveteurs et les zombies. C'est vraiment l'habillage de la fiche qui va changer. Mais sinon, on est bien sur la même activité. L'idée, hein, c'est qu'au fur et à mesure de la séquence, les élèves puissent avoir un sentiment d'appartenance à leur équipe pour poursuivre le travail. Et tous les deux, pour revenir focaliser sur cette thématique de la ludification, tout à l'heure Thomas, tu l'évoquais un peu, sur le changement de statut, peut-être que ça a pu induire pour l'élève. Dans votre démarche au sens large, hein, est-ce que vous avez vu une différence dans la place qu'occupe l'élève dans la leçon? Est-ce qu'il est plus actif? Est-ce qu'on essaie de le rendre plus acteur? Est-ce que cette ludification a changé quelque chose là-dessus, ou est-ce que c'est pas ça qui a changé la place de l'élève? Est-ce que c'est la démarche didactique en tant que telle? Voilà, je ne sais pas si vous avez, au travers de vos illustrations ou d'autres usages que vous pouvez avoir avec le numérique, constaté là-dessus des changements et qui peuvent être, j'ai bien aimé à chaque fois le fait que vous veniez sur des plus-values potentielles, mais aussi des éléments qui n'en sont pas toujours, et donc de poser ce regard critique. Voilà, ce statut de l'élève, comment vous l'imaginez? Est-ce qu'il a changé au travers de cette ludification des apprentissages que vous visez? Donc, je me permets de commencer du coup sur. Moi, je constate une réelle plus-value sur l'engagement de l'élève. Alors déjà lié à la forme de pratique. Pour moi, l'escalade de blocs, ça facilite l'engagement de l'élève, c'est plus inclusif. On est nous aussi plus disponible pour les élèves parce qu'on a moins de problèmes de sécurité, donc ça participe à augmenter, à mon sens, l'engagement moteur. Par contre, l'application développée par Maud Granger, là, construite par le JPOUN, c'est vraiment la plus-value, c'est dans la lisibilité en fait pour les élèves. C'est vrai que moi, mon tableur Excel, les élèves, bon, ils voyaient le classement, mais ils n'y revenaient pas. Autant que là, certains élèves restent sur l'application à un moment donné mais là, j'en suis où et ils sont capables d'une séance à une autre. Ah bah là, j'arrivais pas à m'enrouler. Là, aujourd'hui, j'ai réussi ce bloc-là, donc j'ai réussi à m'enrouler. Donc, ils arrivent à mesurer aussi les gains moteurs au fur et à mesure du cycle. Le côté projeté avec des petits bonhommes qui grimpent au mur, ça vraiment ça fait une énorme différence dans l'émulation. Et puis des fois, il y a un bloc qui résiste un peu à tout le monde et tout d'un coup, il y a une équipe qui arrive à le faire. Hop, on s'en rend compte. Oh là là, ils ont fait le bloc 2 et puis ça s'affiche. Donc, on va voir comment ils font. Donc, on va essayer de leur piquer la méthode. On va discuter avec un copain qui est dans l'équipe. Allez, s'il te plaît, dis-moi comment tu as fait, parce qu'ils sont quand même en compétition. Donc, ce côté-là, un petit peu le côté ludique de l'affichage, en fait, les engage et les engage dans le questionnement, les engage dans la communication et du coup, après, vers la réussite. Ou en tout cas, vers essayer de réussir, quoi. Je trouve que l'implication, elle est quand même marquée, elle est plus importante. Ouais. Merci Thomas. Je te rejoins Thomas sur l'importance du coup de l'affichage et des interfaces qu'on va proposer aux élèves, que ce soit numérique ou pas, hein, par ailleurs, hein, une fiche d'évaluation, une fiche d'observation, si elle est un petit peu dessinée, si on travaille un petit peu sur son attractivité graphique, eh bien on va avoir sans doute un peu plus d'engagement, et c'est ce qui a guidé
le projet aussi pour vraiment personnaliser les choses et avoir développé ce sentiment d'appartenance. Après, ça modifie pas les tâches, hein, pour ma part, ça transforme pas la séquence. On est sur la même chose qu'on faisait avant. C'est vraiment l'enrobage qui va avoir tendance à susciter l'engagement. Mais les questions des élèves étaient fréquentes. Le fait d'avoir un but sur toute la séquence qui dépasse simplement réaliser la meilleure performance individuelle, eh bien permet d'avoir aussi le fait de faire partie d'une équipe comme but pour l'ensemble de la séquence. Et moi, juste en illustration supplémentaire, j'ai deux collègues du JPUN, Sylvain Janot, qui lui, il a utilisé donc des capteurs polars pour mesurer donc la fréquence cardiaque. Et je crois qu'avec il est en lycée professionnel, sur l'activité STEP, le fait de projeter au mur aussi les fréquences cardiaques de l'ensemble de la classe et d'aller leur demander d'aller dans leur zone, ils voient un réel engagement des élèves parce que visuellement, c'est facile, ça parle. Maud Granger, elle développe beaucoup d'activités ludiques, donc elle a un site sur lequel vous retrouvez Bloc Contest et les différentes applications qu'elle crée. Elle fait une bataille navale en badminton où on place des bateaux, il faut aller marquer les points aux endroits des bateaux. C'est pareil, ça facilite énormément l'engagement des élèves donc dans le jeu, quoi. Et ils savent pourquoi ils veulent jouer et atteindre tel endroit du terrain parce que il faut couler le bateau. Et ce côté visuel et ludique là qu'offrent les tablettes, ça participe à favoriser cet engagement moteur là des élèves. Ce qui est intéressant dans les deux propositions, c'est qu'en fait, on voit évidemment qu'il y a une articulation avec l'objet d'enseignement et avec le traitement didactique en permanence. Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de vous rappeler ou d'expliciter comment la genèse de ce truc-là. Est-ce que c'est l'outil qui est venu et puis après, on voit comment didactiquement où on veut amener les élèves dans les acquisitions, ou est-ce que vous êtes servi, on reprend le terme d'enrobage qu'a utilisé Julien tout à l'heure, est-ce que vous êtes plutôt servi de cet outil-là pour enrichir une démarche d'intervention qui existe même peut-être sans l'outil? Voilà, je ne sais pas s'il y a là aussi, hein, qu'est-ce qui arrive avant l'autre, mais on voit qu'il y a vraiment cette association entre le traitement didactique que vous opérez et puis cette ludification. Donc, je ne sais pas s'il y a eu un ordre dans cette genèse-là ou si vous avez des éléments à partager pour des collègues qui voudraient aussi se lancer dans ce type d'usage. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que moi, l'application, elle est venue après et elle a permis de combler des limites que j'ai pu évoquer dans mon exposé. Donc, avec plus de lisibilité, un meilleur relevé des indicateurs que je voulais sur l'activité des élèves en termes de quantité et de qualité. Parce que moi j'étais avec mon tableau Excel, j'arrivais à faire des formules pour avoir des blocs à la valeur décroissante en fonction des réussites, ça je sais le faire. Prendre en compte l'activité des élèves, je rajoutais un coefficient en fonction du nombre d'essais nécessaires pour réaliser les choses. Mais après, associer une capacité motrice à la réalisation d'un bloc, ça, je trouvais pas la formule, j'y arrivais pas, quoi. Et il n'y a que l'application qui m'a permis d'obtenir cette plus-value-là dans ma forme de pratique. Donc, je trouve que même si sur la forme générale, globalement, j'avais déjà les bases, ça m'a vraiment fait gagner en précision de travail parce que à l'issue de ma séquence, je savais qui était élève ressource sur quel mouvement, sur quel bloc, quel élève était en difficulté. Donc en fait, moi, ça oriente tout de suite mon attention sur les élèves, enfin sur tous les besoins des élèves. En fait, je suis beaucoup plus précis dans la réponse que je vais apporter et dans l'organisation de ma séquence suivante. Donc c'est pas déterminant sur la forme de pratique, mais ça a vraiment apporté un plus en qualité. Bien. Ouais, pour répondre à la question, c'est d'abord parti de comment matérialiser le plan de travail. L'idée d'avoir l'ensemble de
de la leçon, toutes les étapes pour les élèves à la piscine, où on sait que c'est pas toujours facile de donner les consignes. Ça a été le premier pas. Et ensuite, comment dynamiser un peu cette fiche-là, donner des petits éléments qui permettaient à ce que les élèves y accordent un peu plus d'intérêt. Et il y a eu la réflexion de l'opposition. Comment avoir une opposition collective dans une activité individuelle. Et le reste, c'est l'enrobage, c'est la thématique. Je sais plus exactement comment c'est arrivé. Alors c'est le contexte local qui l'a fait aussi. Mais l'idée de départ a été d'être plus clair sur le plan de travail. Et je voudrais rebondir avec ce que tu disais, Thomas. L'idée de pouvoir mettre en avant les forces et les faiblesses des élèves, c'est là qu'est la vraie plus-value au niveau de la FL2 en lycée. On est vraiment en plein dedans, quoi. Arriver à repérer ses forces et ses faiblesses pour les corriger, les transformer et faire appel en plus aux pairs pour progresser. Ça, c'est vraiment intéressant. Merci. On va relayer la question de Paul. Est-ce que les élèves ne se laissent pas d'être en bloc à l'échelle d'une séquence? Ne peut-on pas envisager d'utiliser l'application lors d'une situation plus ciblée en fonction des besoins de chacun avant de remonter en moulinette? Thomas. Et alors, donc j'ai vu la question. Alors, moi, sur une séance complète, enfin sur une séquence, ça fonctionne. Alors, il faut savoir que j'ai une phase d'échauffement avant de les engager parce que le bloc, c'est quand même sollicitant avec des amplitudes articulaires. Enfin, on va chercher souvent des mouvements sur les extrémités des amplitudes articulaires. Donc, il y a un vrai temps d'échauffement important. Il y a un temps aussi de gérer sa chute, gérer sa sécurité. Même si on n'a pas la corde, faut savoir. Quand on tombe, on est acteur de sa chute. Donc, il y a ce temps-là de la séquence qui est quand même important. Hein. J'arrive pas en branchant mon application et en leur demandant d'ouvrir les blocs tout de suite. Et après, souvent, je lance 20-25 minutes et je fais un break au milieu de 10 minutes, un quart d'heure où on discute entre nous. Comment ça se passe, est-ce qu'il y a vraiment des blocs qui sont plus compliqués que les autres, comment on peut faire pour s'en sortir. Donc collectivement, après, on essaye d'avoir un temps de discussion, mais qui est aussi un temps de récupération. Parce que, oui, c'est sur cette forme de pratique-là, moi, j'ai des élèves qui sortent vraiment transpirants, quoi. Donc, j'ai senti que j'avais besoin de poser une pause au milieu de la séance. Donc, on prend le temps d'aller boire. Et puis, une fois qu'on a tiré un petit peu des ficelles pour aider les groupes un peu en difficulté, hop, je relance un deuxième tour d'une 25 minutes. Mais ça m'est déjà arrivé de commencer, de faire une seule séquence de grammes, quoi, sur une demi-séance, et après de les engager en moulinette dans les voies. C'est pas un cycle exclusivement bloc. Je trouve que attaquer par la forme de pratique bloc, c'est intéressant parce que ça développe leur pouvoir d'agir. Et du coup, ils vont être armés quand ils vont se retrouver dans une situation stressante à une hauteur encordée, quoi. C'est vrai que si j'ai un enroulé à faire à 5-6 mètres de haut, si je ne l'ai pas vécu avant, je vais être plus hésitant. Donc, je peux très bien, oui, comme le dit Paul, scinder ma séquence en faisant d'abord du bloc et puis après de la corde. Mais inversement, je peux très bien aussi commencer par de la corde, demander aux élèves d'identifier la difficulté motrice qu'ils ont eue et après y répondre avec une ouverture de bloc sur une deuxième partie de séquence. Et puis j'engage après les élèves au ras du sol dans ce mouvement-là, quoi. Donc en fait, tout est possible, hein. C'est pas du tout contraint, mais c'est vrai que la pratique bloc, c'est quand même un laboratoire du geste. On peut répéter, tomber, répéter. Et cette répétition-là, elle est nécessaire, hein, pour développer des sensations, des équilibres. Donc c'est un outil. Je ne fais pas un cycle que de bloc, mais je passe aussi sur la corde, quoi. Et on voit que cette ludification, encore une fois, et ces usages que vous avez ne viennent que s'inscrire au travers, dans une démarche enseignante et donc dans la construction de la séquence ou de la leçon. Et c'est en ça réellement qu'elle l'enrichit. Donc,
Merci beaucoup. On va se tenir à notre timing. On essaie on s'y tient en tout cas à chaque fois sur un timing d'1 heure. Vous remercie vraiment pour le temps que vous avez pris pour formaliser ça, pour l'expliciter. C'était très clair et très, je crois, très inspirant, avec encore une fois ce regard critique que nous posons tous dans nos propres pratiques pour toujours les croiser, les faire évoluer. Et donc vraiment, merci d'avoir pris le temps de ce partage. Et on profite de ce moment pour inciter tous les collègues qui sont connectés ou qui verront le replay sur notre chaîne EPS Montpellier, donc sur la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver déjà dès aujourd'hui le dernier numéro du NumActu où on fera un focus sur certains points d'IA et également un scénario pédagogique enrichi par un numérique en sauvetage. Les différents travaux du cercle NUMEPS passent aussi par les classes ouvertes qui vont commencer dès la semaine prochaine, où on accueille les collègues qui veulent assister à des leçons avec enrichies par du numérique. Vous pouvez retrouver sur le Pearl Trees de PS Montpellier le Vademecum, avec de nombreuses informations sur comment utiliser le numérique, quels outils et les différents scénarios. Et très prochainement, le cercle travaille à l'heure actuelle sur la création de podcasts. Et d'ici les vacances de Noël, on pourra communiquer sur de nouveaux podcasts et sur les premiers podcasts qui ont été enregistrés. Voilà, beaucoup de points d'actu, beaucoup d'éléments que le groupe partage avec la profession. Ces flashs numériques sont également disponibles en replay. Vous avez déjà tous les épisodes précédents qui sont disponibles. On a enregistré celui-ci et on le mettra en partage. Et si Julien et Thomas, vous en êtes d'accord, si vous voulez bien partager votre présentation, on pourra également l'associer au replay pour que les collègues puissent retrouver l'ensemble de la démarche. Et puis, dernier point, voilà, si vous souhaitez vous aussi partager des pratiques, des usages du numérique éducatif. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour prendre la scène. L'exercice n'était pas facile, mais en tout cas, vous l'avez réalisé avec brio. Vraiment, merci à tous les deux pour votre temps et vos partages. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci messieurs. Merci à tous d'avoir assisté à ce flash numérique. Bonne soirée.